Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la dernière vidéo biathlon de cette saison 2023-2024. Vidéo qui va être un petit peu longue. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de Camoré. Et puis, on fera un petit bilan avec le classement général du côté de cette saison de biathlon, de cette saison de Coupe du Monde. Donc, programme chargé dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. Les shorts, TikTok, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Il y en a eu notamment sur le biathlon. Il y en a en ce moment du côté du cyclisme avec le Tour de Catalogne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite donc avec ce rendez-vous de Camoré au Canada. Alors je ne fais pas de vidéo après chacune des courses parce que je les ai regardées un petit peu en replay. Notamment pour le sprint dames que j'ai vu après coup, et ce qui fait que ça m'a tout décalé au final pour voir tout ça. J'ai trouvé que sur ce meeting on avait vraiment l'impression que la saison était très longue et qu'il y avait des concurrentes qui avaient lâché mentalement. On en a eu plus d'une qui ont eu vraiment du mal à finir, et le problème c'est que les deux derniers meetings, que ça soit la Camoré, que ça soit le Derolo, ça a été des rendez-vous où la neige n'était pas forcément facile. Et notamment ici au Canada, c'était vraiment une neige de printemps, et vraiment une neige où les concurrentes et les concurrents avaient tendance à s'enfoncer. Et on a eu le sentiment aussi qu'il y a des équipes techniques qui ont trouvé la solution, et par exemple l'équipe de France a eu un peu plus de mal. Je pense au sprint des garçons, où les skis n'ont pas forcément marché. C'était des conditions qu'on avait assez peu retrouvées. Il y avait eu Oberhof, mais il y avait de l'humidité dans la neige. Là, il n'y avait pas d'humidité dans la neige, ce qui était des conditions un petit peu différentes. Ce n'était pas évident pour les techniciens. On commence tout de suite avec le sprint qui lançait cette semaine de compétition. C'était sprint poursuite mass start au programme, 3 compétitions individuelles. Et le très bon début de week-end de Lisa Vitozzi qui marquait des gros points grâce à sa victoire sur le sprint. Toujours régulière, Lisa Vitozzi, avec un sans faute, un 10 sur 10, un bon temps de ski parce qu'elle était devant Lou Jean Monod notamment. Avec des jambes qui fonctionnaient parfaitement bien. Mais quand on le voit, déjà, en fait, on s'en est pas trop aperçu avec la course des filles. Ça a été plus marquant dans la course des garçons, mais déjà, on aurait dû s'apercevoir que les skis ne marchaient pas très bien pour les filles sur ce rendez-vous du sprint, parce que Lou Jean Monod donc, était quand même à 5 secondes, alors que sur les derniers rendez-vous, elle était meilleure en temps de ski que Lisa Vitozzi. Surtout Julia Simon, qui avec un 9 sur 10, avait du mal à finir. Il n'y a eu que 8 secondes d'écart avec Anna Gandler. Alors certes, Anna Gandler finit très très bien la saison. Les Autrichiennes ont bien fini l'année par gérer Lisa Theresa Hauser, mais Anna Gandler ou Juppe finissent un peu mieux qu'elles ont débuté l'année. Et du côté de Julia Simon, c'est sa course la plus réussie de la semaine, avec ce 9 sur 10, où elle prend la 4e place, mais physiquement c'était peut-être un petit peu compliqué. Et du côté de Lou, elle, son bon dernier week-end était vraiment intéressant, et puis les Nike Gross qui confirment l'excellente saison quand même de la Suissesse avec cette 3e place. Anna Heuberg, certes un sans faute, mais on voit qu'au niveau des skis, il en manquait un petit peu, il manquait de jus. Année qui a été compliquée pour les sœurs Heuberg, je dirais que ça soit Anna ou Elvira. Sur les temps de ski en retrait, du côté d'Elvira, on a senti un manque de progression. Et puis du côté d'Anna Heuberg, il y a eu des meetings qui ont été très compliqués physiquement, en fait, du côté de Anna Heuberg. Elle a même dû faire une pause dans sa saison, ce qui n'était pas simple. Anna Gandler, 9 sur 10, belle perf du côté de l'Autrichienne qui finit bien l'année. Et puis donc Janina Itic, Justine Brezaz, 9 sur 10, mais avec un temps de ski qui n'était pas sensationnel. Là, je pense que vraiment au niveau des jambes, c'était dur pour Justine Brezaz. On le sent depuis les championnats du monde que c'est plus compliqué que sur la première partie de saison pour Justine, qu'elle a plus de mal à enchaîner des bonnes courses. Il y a eu des bons résultats, mais à enchaîner, c'était compliqué. Et on a eu aussi peut-être une préparation que ça soit Justine
que ça soit Julia qui était très typé championnat du monde. Et après les championnats du monde, ça a été plus compliqué. Et puis Lampic, avec un 8 sur 10, Lampic, encore une fois, il faut qu'elle progresse sur le tir, mais on voit que le jour où elle arrive à faire des 18 sur 20 en poursuite, elle est imbattable. Lampic. Et puis Anna Magnusson qui finit avec une 10e place à un sans faute, juste devant Gilon Guigona, qui a raté de pas grand chose, 3 dixièmes le top 10, mais qui a fait un super week-end. Gilon Guigona. On retrouve ensuite Vobornikova, Komola, Heuberg à 9 sur 10, qui finit que 14e. Donc là, quand je disais aussi, une stagnation. Sharbatova, 16e, et puis Tendrevold qui perdait déjà beaucoup avec cette 17e place seulement et ce 8 sur 10, un tour de ski qui n'était pas sensationnel au niveau des points. Du côté des autres françaises, on a Jeanne Richard qui a fini derrière Lotelli avec un 9 sur 10. Ouais, sur les skis, c'était pas fou du côté de Jeanne Richard, elle rate la dernière balle, c'est toujours très frustrant. Et puis on a une Sophie Chauveau qui elle a été en grande difficulté avec un 6 sur 10 seulement. Mais compliqué pour Sophie, avec sa situation suite au fait qu'elle n'ait pas pu aller aux États-Unis. Elle s'est retrouvée à ne pas faire une compétition qui était prévue, donc je pense que ça a perturbé pas mal sa préparation. Mais on peut voir qu'elle est au niveau de Bendika en termes de temps de ski. Devant Bendika même, on voit une Kierkegaard 2 assez loin comme la norvégienne. Aïta Gasparine aussi, pas exceptionnelle. Eve Bouvard dans le top 60, ça c'était plutôt intéressant pour la jeune belge. Et puis Anne Clive, en dehors du top 60, grosse déception comme pour Kalkenberg. C'est des filles qui normalement doivent rentrer dans le top 60, voire 2 norvégiennes qui ne sont pas dans les 60. C'est une grosse déception. Puis Anna Youpe, j'avais dit qu'elle finissait mieux la saison qu'elle ne l'avait commencé, mais là elle était un petit peu retombée dans ses travers avec un seulement 5 sur 10. Dommage également pour Emily Dickinson ou Chloé Levins, les deux nord-américaines au niveau du continent, qu'on part ici à rentrer dans le top 60. Les garçons, 10 km sprint. On poursuit avec du grand Johannes Bö, du très très grand Johannes Bö. Il nous a fait une Pogacar en cyclisme. Johannes Bö, intouchable. C'est sa course parfaite. Voilà. J'avais dit sur la première partie de saison, Johannes Bö, il ne m'avait pas vraiment impressionné. J'avais trouvé cette grande difficulté à enchaîner les résultats, des soucis au tir. Au niveau des skis, à partir de janvier, ça allait beaucoup mieux que sur les 3 premiers rendez-vous. Sauf qu'il y avait encore ces petits soucis au tir, mais quand il arrive à aligner les 10 cibles, là au niveau des skis, il était juste sensationnel. Sur un sprint qui a encore été long, 23 minutes 37, il a été juste formidable. Et ça a fait d'énormes écarts. D'énormes écarts. Donc, belle perte de la part de Johannes Bö. Devant Tommaso Giacomel, deuxième, l'Italien, avec un 9 sur 10. C'est bien, surtout pour lui, pour le classement des jeunes. Ça lui a fait marquer des points par rapport à Eric Perrault. Il a eu un coup de mou au championnat du monde. Là, également du côté de Oslo, ça a été très compliqué pour Giacomel, pas dans le coup. Beaucoup d'erreurs au tir, pas forcément de la performance sur les skis. Et puis il a réussi à repartir quand il s'est senti vraiment menacé par Eric Perrault, à relancer quand même la machine pour cette fin de saison. Donc ça, c'est quand même un truc intéressant au niveau mental, de voir qu'il a réussi à être combatif, à être guerrier, Giacomel, ce qui n'était pas forcément évident, donc belle perf. Bon, après, devant, il y avait un ovni avec Johannes Bö et puis Tarjei Bö qui prend la 3e place. Dommage pour Emilien Jacquelin, mais les skis, on n'avait pas le bon fart. On a été un petit peu en difficulté du côté des techniciens pendant toute cette semaine de compétition, notamment Julia Simon, qui je pense a eu des soucis au niveau de ses skis. Et donc du côté d'Emilien Jacquelin, 9 sur 10. 4e devant Botten, encore là, après son podium, de nouveau top 5. Et puis Samuelsson, 9 sur 10, très très bien pour Samuelsson. Devant Eric Perrault, tu vois, sans faute, mais qui était très loin au niveau des temps de ski. On retrouve ensuite Johannes Kuhn, Rittmüller, Pedrouchny, Johannes Dalleux, 8 sur 10, c'est dommage. Et puis on a un Jesper Nelin à 9 sur 10, un Quentin Fillon-Maillet là ici à 8 sur 10, mais avec des temps de ski qui n'étaient pas sensationnels.
même s'il était devant Roman Rees, mais Roman Rees a eu quand même une année très compliquée, on y reviendra quand on parlera des classements de fin de saison. Et puis Campbell Roy, dommage parce qu'il était bien parti, mais 7 sur 10 forcément c'est très compliqué. Fabien Claude, 35e avec un 9 sur 10, encore une fois les temps de ski n'étaient pas suffisamment bons. Et puis au-delà de la 60e place, eh bien, on retrouve Antonin Guigona, 9 sur 10, mais à 3 minutes 30. Trop de temps de perdu par Antonin Guigona, ça pouvait pas le faire. Et puis Oscar Lombardo, 8 sur 10, 4 minutes 32, donc vraiment on avait on n'avait pas les bons skis sur cette course, ça nous a mis en grande difficulté. On poursuit avec les poursuites. On va aller assez vite sur les résultats des poursuites pour pas que la vidéo dure non plus 150 minutes. C'était la dernière poursuite de l'année. Et là encore, victoire de Vitozzi devant Lou Jean Monod. La différence, c'est que Vitozzi a fait presque la course parfaite, 19 sur 20, un peu à la Johannes Beu sur la Mastart. Bon, voilà, derrière, les Françaises ont fait un peu trop de fautes, mais elles sont groupées derrière. Et c'est là où on voit la densité aujourd'hui du biathlon français féminin avec Lou Jean Monod, qui fait pourtant 7 sur 10, c'est pas exceptionnel. Comme Justine, 7 sur 10, c'est dommage le coucher pour Justine. Et puis Julia, 7 sur 10 aussi. Dommage sur la fin de course, vraiment ça lui coûte très très cher à Julia. Et puis Gilonne, qui elle fait un 18 sur 20, donc voilà, belle performance des Françaises d'ensemble, à part Sophie qui a été plus en difficulté mais qui est quand même bien remontée en course. Du côté d'Anna Gandler, une belle 6ème place, là aussi elle a réussi à faire une deuxième cérémonie des fleurs devant Anna Heuberg, là aussi un 16 sur 20 seulement pour Anna Heuberg. Par contre Marketa Davidova qui était forte sur les skis, 17 sur 20, et Teach également qui est bien remontée malgré un 16 sur 20, et puis Aiki Gross en difficulté. Seulement 14 sur 20 au niveau du tir. Ça a été compliqué également pour Elvira Heuberg sur les skis, 14-14. Malgré un 17 sur 20, elle n'a pas réussi à gagner des places. Donc c'est un petit peu dommageable. Les temps de revolt, elle a coulé sur cette course et surtout elle perdait avant le dernier rendez-vous le maillot de leader. Donc ça c'était toujours compliqué à encaisser mentalement. Jeanne Richard, voilà, qui 18 sur 20 gagnait des places également. Et puis Sophie Chauveau, qui elle est passée de 48 à 37 malgré un 15 sur 20. Encore une fois compliqué pour Sophie Chauveau après le fait de ne pas avoir pu participer aux autres courses, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis du côté des garçons dans cette poursuite, Johannes Beu qui dépassait le record de Martin Fourcade sur cette course et qui gagnait, s'imposait devant Samuelson et Eric Perrault qui confirmait une très bonne fin de saison comme Émilien Jacquelin. Les deux Français ont été très bons. Ça a été plus compliqué pour Quentin Fillon-Maillet sur cette dernière partie de saison. On a senti qu'après la médaille de bronze au championnat du monde, ça a été un peu plus compliqué de remettre la machine en route. Tarier, cet écart de place qui était un petit peu rédhibitoire pour l'aîné des frères Beu, et puis Giacomel qui confirmait ses bons résultats, même s'il perdait quelques points sur Eric Perrault. On retrouve ensuite Bottal, c'est pas là, Fillon-Maillet qui remontait bien, Fabien Claude qui faisait un sans faute comme j'ai envie de dire au championnat du monde, mais comme il partait de loin après le sprint, c'était compliqué de faire mieux que 10e, mais quand même un beau sans faute. Et puis Christiansen, Horn, Finello également, et puis Lagrid, 19 sur 20, mais seulement 25e parce qu'il partait 47. Là aussi, ça faisait partie des concurrents qui s'étaient plantés comme Martin Ponzilioma. Roman Rees lui perdait des places comme Johannes Kuhn sur cette course. Et c'était les derniers Français parce que Antonin Guigona et Oscar Lombardo, eux, n'avaient pas réussi à se qualifier. Et puis on termine avec les deux Mastart, la dernière course de la saison, remportée par Lou Jean Monod, qui remporte également le Globe de la spécialité. Donc ça confirme Lou, qui finit deuxième du classement général, qui confirme que elle a été juste impressionnante cette année. Lou, c'est une énorme progression, et peut-être que celle qui lui emboîtera le pas l'année prochaine, c'est peut-être Gilon Guigona, avec une magnifique 3e place de Gilon Guigona et surtout un 20 sur 20, meilleur résultat en Coupe du Monde, donc impressionnant. Juste derrière Janina Etich, et puis on note la 4e place de Justine, malgré un 16 sur 20, encore une fois le tir, qui a été la grosse difficulté à partir des championnats du monde de Justine Brezaz, mais qui réussit quand même à tenir son rang, donc ça c'est bien.
Et on reparlera de toute manière de Justine tout à l'heure. Anna Gandler, elle fait un 19 sur 20 devant Anna Hubert. Julia, 17 sur 20. Très dur la fin de saison de Julia Simon, qui ne représente pas ce qu'elle a fait lors des championnats du monde. Mais elle a eu du mal à encaisser, je pense. Un manque de fraîcheur mentale, tout simplement. Elle en a encaissé quand même pendant l'intersaison. Il y a eu les championnats du monde. Je crois que là, ça a été le contre-coup des championnats du monde. C'était dur, il n'y avait que 10 jours entre la fin des championnats du monde et le retour de la Coupe du Monde. Et je crois qu'elle a eu un petit peu de mal à encaisser tout ça. Et on retrouve ensuite Tendrevol, Bazerga, Eiki Gross et puis Sophie Chauveau, 12e, avec un 16 sur 20. Là aussi, ça n'a pas été facile la fin de saison de Sophie Chauveau, qui s'est quand même bien battue sur cette dernière course. Ça a été dur pour Vitozzi, seulement 21e de cette course. Mais Tendrevold n'a pas réussi à récupérer suffisamment de points pour aller chercher le gros globe. Et puis chez les garçons, eh bien, c'était Johannes Beu qui s'imposait devant Dalleux, Jacquelin, Jacomel et puis Tariebeu. On retrouve ensuite Quentin Fillon-Maillet, 7e pour cette course. Et on voit une grosse fin de saison d'Emilien Jacquelin, parce que cette 3e place lui permet de prendre la 6e place du général. Fabien Claude, 16e du côté de ce classement. Et puis Eric Perrault, 20e. Donc pour le classement des moins de 25 ans, c'était notre ami Jacomel qui le remportait. On regarde tout de suite les classements. Vitozzi, vainqueur, face à Jean Monod et Tendrevold. Pour moi, c'est mérité pour Vitozzi, parce que ça a été la fille la plus régulière au niveau de cette compétition. Elle n'est quasiment jamais sortie du top 10. Et on savait que cette année, la régularité serait hyper importante. Pour moi, c'est la fille qui avait été la plus régulière. Et quand on se souvient de où elle était, notamment lors des précédents Jeux Olympiques, on se dit que putain, ça a été incroyable quand même ce qu'elle a réussi à remettre en place. Et la passation de pouvoir avec une Dorothée Avireur, qui a eu une saison très compliquée. Je dirais pas une saison blanche, mais pas loin. On a vraiment l'impression d'avoir une passation de pouvoir avec Vitozzi. Mais elle mérite complètement, parce qu'elle est passée par des moments qui étaient très compliqués, des gros moments de doute où parfois elle était capable de faire 5 fautes au tir. Voilà, 5 sur 5 balles manquées. Donc c'était très compliqué. Elle a connu vraiment une grosse période de doute. Réussir à repartir comme ça pour Vitozzi, on est très content pour elle. Et puis deuxième, Lou Jean Monod. Qui finit fort l'année, il faut le dire, Lou Jean Monod, mais qui a été la grosse progression de cette saison du côté des filles. Pour moi, voilà, c'est la fille qui a le plus progressé sur les skis, sur le tir. Quand on se dit qu'elle a quand même raté des manches aussi, elle a été super régulière, Lou, elle est rarement sortie aussi du top 10. Il y a eu la Covid, c'est frustrant. Après, elle aurait peut-être eu du mal Elle aurait peut-être subi également le dossard jaune si elle l'avait eu, parce qu'on voit que Vitozzi l'a subi, Tendrevol l'a subi, Justine Brezaz l'a subi également. Toutes ces filles-là, quand elles ont eu le maillot jaune, ça a été difficile à tenir. Et du côté de Lou Jean Monod, elle a réussi à finir deuxième, et elle finit vraiment sur les talons quand même de Vitozzi. C'est pour dire aussi qu'elle a fait un super dernier week-end, parce que Vitozzi aussi était rapide sur ce dernier week-end. Et puis troisième, Tendrevol. C'est frustrant parce qu'elle rate ses championnats du monde. Elle rate ce dernier objectif également, Tendrevol. La saison va avoir un goût amer pour Tendrevol. Pourtant, la première partie d'année était vraiment très très bien. Mais les championnats du monde, elle a réussi à bien se relancer quand même à Oslo. Ça, je trouve que c'était très dur de repartir à Oslo, de réussir à gagner très vite à Oslo. Mais on sentait qu'il y avait quand même il y a des soucis de tir qui peuvent pas être éludés. Et il y aura donc un travail à faire cet été sur ce tir. Parce que voilà, il y a eu des soucis sur le tir debout, et à partir des championnats du monde, ça a été très compliqué pour elle. Justine, grosse première partie de saison. Östersund c'était déjà pas mal, Orfilsen c'était encore mieux, Lanzerheide 2 c'était magnifique. Début de saison en Allemagne vraiment bien. Aussi, la reprise en janvier. À partir de Antol, ça a été plus compliqué. Les championnats du monde, il y a le titre sur la Mastart qui est vraiment une réussite, mais sur le tir, il y a un peu moins de régularité, et notamment c'est frustrant du côté de l'individuel.
Et puis après, à la fin de saison, il y a eu encore des beaux résultats, mais c'était moins régulier, voilà, que ce qu'elle avait réussi à faire fin décembre, début janvier. Elle avait moins cette faculté à enquiller les résultats, mais on se souvient, Solderolo a fait encore un très bon sprint. Donc il y avait vraiment des choses bien du côté de Justine. Et pour une année de retour, eh bien, c'était quand même une excellente année. Puis Julia, ça finit en autre boudin du côté de Julia. Ouais, il y aura de la frustration. Il y aura de la frustration. Je pense que le début de week-end a été décevant pour elle. Et je pense qu'à partir du moment où elle a vu qu'elle ne pouvait plus jouer le gros globe, ça a un peu déconnecté mentalement. Et je crois qu'elle n'a pas réussi à remettre la machine en route tout simplement. Parce qu'au niveau du tir, je pense que mentalement, il y a eu un peu un sas de décompression. Encore une fois, après des championnats du monde réussis, il a fallu ça a été dur quand même pour Julia, encore une fois, parce que l'intersaison n'a pas été simple. La prochaine intersaison va pas être simple aussi, parce qu'il va y avoir le volet judiciaire. Mais je pense qu'au bout d'un moment, mentalement, là, elle s'est fait un peu rattraper sur cette dernière manche. Le fait aussi que ses skis n'ont pas marché. Donc mentalement, le fait de ne plus être en capacité de jouer la Coupe du Monde, plus les skis qui ne marchent pas, je crois que c'est un petit peu la goutte d'eau. On peut encore saluer la grosse performance de la chaîne L'équipe, d'absolument pas parler de Julia Simon, quasiment. C'est déplorable, mais bon, et encore déplorable, je crois, est un petit terme. C'est-à-dire qu'avec leur manière de communiquer, ils ont quand même réussi à créer des sortes de camps, de clans sur les réseaux sociaux entre les pro-Justine et les pro-Julia. Alors que pendant toute la saison, il n'y a pas eu d'incartade entre Justine et Julia. C'est-à-dire que pendant toute la saison, on n'a même pas parlé véritablement de cette affaire de carte bleue. C'est-à-dire qu'après, on en a parlé un peu au Östersund parce que Julia avait du mal, et puis après, j'ai éludé ça très rapidement. Mais ils ont réussi à créer des sortes de divisions, des clans sur les réseaux sociaux dans la manière de traiter Julia Simon. Elle est devenue invisible, en fait. Je trouve ça un peu déplorable. Je sais pas pourquoi ils ont une dent. On a vraiment l'impression qu'ils ont une dent contre Julia Simon, notamment Alexis Boeuf. Et je trouve pas ça normal. Voilà, quand on est sur une chaîne, notamment une chaîne nationale de TNT, même si on est sur une chaîne privée, d'avoir ces prises de position là fortes, j'ai du mal à comprendre du côté de l'équipe, et à un moment c'est pas top, quoi. C'est pas top, ça a nuit, je trouve. Ça a nuit à ce dernier week-end, enfin aux deux derniers week-ends, vraiment, la manière de faire d'Alexis Boeuf, j'ai pas trouvé ça bien. S'il n'est pas capable d'être neutre, enfin c'est. Oui, si, il faut être neutre à un moment. Faut s'obliger à être neutre, je pense. Dans ce genre de cas, faut pas faire consultant pour la chaîne d'équipe, quoi. Il y en a des qui le font très bien. Je pense à Fred Jean. J'ai pas eu ce sentiment, par exemple, avec Fred Jean. J'ai pas eu ce sentiment-là avec une Chloé avec pas une Chloé Chevalier, avec une Anaïs Chevalier, avec une Anaïs Bescon également. Là, avec Alexis Boeuf en fin de saison, enfin, il y a vraiment des courses où c'est inécoutable, vraiment. Que ça soit les commentaires pendant, je trouve, certains moments de la course, mais également les après-courses. Alors, les après-courses, c'est du cauchemar. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils mettent pas trop les après-courses. Sur Dailymotion, vous pouvez voir que des extraits sur Twitter, mais il n'y a pas de les après-courses. Enfin, j'ai pas eu l'impression de retrouver les après-courses sur Dailymotion. Tout simplement parce que peut-être qu'ils ne voulaient pas trop les mettre, parce qu'ils se sont dit c'est un peu limite, peut-être derrière du côté de la chaîne équipe. Bon, 6, les Nike Heroes. Elle aussi, énorme progression. C'est encore un peu trop irrégulier, mais il y a eu une énorme progression quand même pour les Nike Heroes. Et l'année prochaine, il faudra s'en méfier, surtout qu'on a l'impression quand même du côté des Suisses que le fait d'avoir pu les fardes fluorées, ça les a un peu aidés. Chez les garçons, en début de saison, ça a été plus compliqué sur la fin. Mais la Nike Heroes, elle a été impressionnante à partir de janvier. Très très solide.
Et puis Elvira Heuberg, déception. Parce qu'elle n'a jamais vraiment été en mesure d'aller chercher le gros globe. Elle a stagné. Voilà, c'est la première année où on se dit elle stagne. Moi, vraiment, quand elle a débuté la saison, Elvira Heuberg, je me disais, ah, elle va pouvoir jouer le gros globe. Tu vois, je me disais pas Lou Jean Monod, par exemple, jouerait le gros globe. Je me disais Elvira Heuberg, voilà, là, elle va être régulière cette année. Sauf elle a eu encore des erreurs au tir. Et comme au niveau des jambes, eh bien, elle n'a pas eu la marge qu'elle avait les années précédentes, bah, ça a été un peu problématique. Mais ça a été le cas des Suédoises. Hein. Anna est encore plus en difficulté. Au niveau du ski, que ce soit chez les garçons et chez les filles, on a été très fort au Östersund. À partir de janvier, il y a eu vraiment des moments où il y avait des gros moments difficiles au niveau des skis. Vanessa Voigt 8, Knoten 9. Il y a eu du bon et du moins bon du côté de Knoten en termes de résultats. Et puis c'est dommage pour Franziska Preuss qui n'a pas pu faire les 2 derniers rendez-vous de la saison. Janine Aitic 10e, parce qu'au final elle se retrouve 11e, alors pour moi elle aurait dû être dans le top 10, Franziska Preuss. Anna Heuberg, là aussi il y a une course qu'elle n'a pas, enfin il y a eu un meeting qu'elle n'a pas fait, un petit peu en difficulté. Puis Anne Clive, Borson, Magnusson, Vobornikova, Lampic, qui arrive quand même à faire 17 alors qu'elle est vraiment en difficulté au niveau du tir. Davidova, grosse déception cette année parce que à la fois à la Coupe du Monde, à la fois au Championnat du Monde, ça n'a pas marché. Trop d'erreurs au tir du côté de la Tchèque. Anna Gandler a fini très très bien la saison. Elle arrive même à passer devant Sophie Chauveau. Donc ça c'est très très bien de l'Autrichienne. C'est aussi une fille qui faudra voir l'année prochaine si elle arrive à progresser. Sophie, donc 20e, dommage shoulder hollow parce que ça l'a fait un peu sortir d'un bon score. Elle a progressé, Sophie Chauveau. Et pour moi c'est un peu au même niveau que les Nike grosses. C'est des filles qui ont progressé, pas autant que Lou Jean Monod, mais c'est des filles qui ont été très intéressantes. Et Sophie, quand elle aura réglé son tir debout, elle sera très dangereuse. Il ne faut pas oublier que Sophie Chauveau, c'est une fille qui n'est là que depuis 1 an et demi. C'était vraiment sa première saison complète en Coupe du Monde. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a eu du mal à gérer toute la saison, la longueur de la saison, ça n'a peut-être pas été facile. Au final, Gillian Kigona finit très très fort, 22e. Avec son dernier gros meeting du côté de Camuré, donc ça c'est très très bien. Et puis on retrouve Bazerga un petit peu décevante, Lotelli un peu trop irrégulière, il y a eu du bon du moins bon, Célina Grossian, ça c'est aussi une belle découverte, 29e pour sa première année en Coupe du Monde. Lisa Teresa Hauser comme Davidova, trop d'erreurs au tir, grosse déception. Comola, c'est pas encore suffisant du côté de l'italienne. Jeanne Richard 29, qui est quand même devant Dorothée Avireur, donc qui a eu une année compliquée. Et puis ensuite Carrara, voilà, derrière on descend. Anayupe 58 par exemple. Coulet Chevalier 64 du côté des autres françaises. Océane Michelon 74e, voilà du côté de ce classement. On passe tout de suite aux garçons. Du côté des garçons, eh bien, on commence avec Johannes Bö, donc qui remporte encore le gros globe, qui finit très très bien l'année, Camuré, que ce soit son sprint, poursuite Mastart. Il a réussi à faire la différence devant Tarjei Bø. Dalle, Lagryd, Christensen, cette domination des Norvégiens. Même si je trouve que du côté de Sturla, le début de saison n'avait pas été sensationnel. Il y a eu un très gros mois de janvier, des championnats du monde qui étaient pas mal, et ensuite la fin d'année, pas top aussi du côté de Sturla, donc ça n'a pas été suffisant. Puis Christiansen, il y a du progrès du côté de Christiansen, parce que je rappelle que lui aussi, il n'avait pas participé à toutes les manches de Coupe du Monde. Émilien Jacquelin, eh bien meilleur des autres, le seul qui arrive à s'introduire entre les Norvégiens. Donc très très fort, ça montre qu'il a très très bien fini, que les Français ont bien fini, et ça c'est prometteur pour l'année prochaine du côté d'Émilien Jacquelin. Et en plus, c'est pas le mec le plus régulier déjà avant cette année-là. Donc ouais, là il va repartir sur des grosses basses, hyper motivé à l'entraînement. Il va falloir faire attention à lui l'année prochaine. Stromscheil, Jacomel, meilleur jeune qui est dans le top 10, c'est très très bien du côté de Jacomel. Il a progressé. Le concurrent italien, mais il a eu du mal à tenir sur toute la longueur de la compétition de cette Coupe du Monde. Il y a eu vraiment, après le championnat du monde, ça a été plus compliqué, mais une belle 8e place devant Samuelson et Ponzilioma. Eric Perrault finit pas très loin du top 10, donc ça aussi c'est très bien. Pendant très longtemps il a été 15e, 16e, lui aussi il a bien fini.
pour quasiment rentrer dans le top 10, alors que les Allemands, qui étaient dans le top 10, eh bien, eux ont eu un petit peu de mal à finir, que ça soit Kuhn, Dahl, Strello, Navrat. Quentin Fillon-Maillet, trop irrégulier voilà, sur la saison, devant Rastor Gouldiev et puis Fabien Claude. En fait, Fabien Claude, il y a eu Oberhof, mais sauf que ça suffit pas pour faire une saison, quoi. Donc, il y a eu beaucoup de courses où il a été en difficulté, et c'est dommage. Devant Stalder, les Suisses, autant chez les filles, on a les Nike grosses, autant chez les garçons, ça progresse plus. Voilà. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une grosse phase de progression chez les Suisses. On s'aperçoit que ça progresse plus. Didier Beunaz, 21e, 3e meilleur jeune, devant Florent Claude, qui fait sa meilleure saison, le Belge, dans le top 30. Et puis on retrouve ensuite Sweroom devant Roman Rees. Roman Rees qui avait extrêmement bien débuté l'année avec l'individuel, mais qui ensuite, je pense, a eu beaucoup de mal à enquiller. Surtout à partir de janvier, il a été transparent, Roman Rees, sur certaines courses. Et puis Simon Eder, 30e, là aussi le poids des ans commence vraiment à se faire sentir pour l'Autrichien. Antonin Guigona, 36e, là aussi déception. En IBU Cup, ça a marché. En Coupe du Monde, ça a été quand même plus compliqué, largement plus compliqué pour le Français sur cette épreuve. Mais bon, Émilien Claude, 61e, et Lombardo finit loin. Émilien Claude qui n'a pas réussi à revenir en Coupe du Monde, parce qu'en IBU Cup, c'était pas exceptionnel de la part du Français. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé toutes les vidéos du côté du biathlon. Eh bien nous on se retrouve pour l'année prochaine, en décembre, fin novembre, début décembre. Ça sera du côté de Kontiolahti, en Finlande, pour démarrer la saison. On aura de nouveau la Coupe du Monde en France, ça sera mi-décembre, juste avant la trêve des vacances de Noël. Et puis les championnats du monde qui auront lieu l'année prochaine. J'ai oublié l'endroit de ces championnats du monde. Ça sera Lanzerheide 2, voilà, en Suisse, qui accueillera les championnats du monde. Et il y aura peu de modifications, à part qu'on ne va pas aux États-Unis. Et qu'on aura quand même pas mal d'endroits où je suis assez inquiet au niveau de la neige, notamment de nouveau l'Allemagne en janvier, mais également la fin de saison avec Nové Mesto en mars. Oslo en mars aussi, j'ai peur qu'on ait des gros soucis de neige sur certains rendez-vous, mais on verra ça l'année prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao!